Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à traiter de la question du lien enseignement-recherche à la HESSO. Je vais la traiter d'une manière assez générale, indépendante de la question des disciplines concernées et donc des domaines de la HESSO, sachant que bien entendu, pour la traiter plus précisément, il conviendrait d'en discuter spécifiquement en fonction du domaine ou de la discipline concernée. J'aimerais m'intéresser maintenant à la question de la nature et de la définition du lien enseignement-recherche. Assez spontanément, quand on parle du lien enseignement-recherche, on entend l'acquisition par les étudiants de connaissances produites par la recherche. C'est la conception la plus spontanée, la plus évidente, mais elle ne doit pas masquer le fait que le lien enseignement-recherche est plus riche que cela. L'intégration de la recherche dans l'enseignement concerne en effet également l'acquisition par les étudiants d'une posture intellectuelle et méthodologique propre à la production des savoirs par la recherche, voire plus loin, le développement d'une culture professionnelle fondée sur un ensemble de compétences propres à la pratique de la recherche. Autrement dit, faire le lien entre l'enseignement et la recherche, ce n'est pas seulement intégrer des résultats de recherche et éventuellement des outils et des méthodes de travail, c'est aussi construire une posture, voire une culture professionnelle, à partir de ce que la recherche peut offrir, qui va servir ensuite aux étudiants dans leurs différentes activités professionnelles, quand bien même elles ne seraient pas des activités de recherche. On a ainsi défini 3 niveaux de profondeur, d'approfondissement du lien enseignement-recherche, et c'est une grille que je vais réutiliser tout au long de cette présentation. Mais auparavant, j'aimerais essayer de détailler les dimensions du lien enseignement-recherche qui me font dire qu'il est possible de construire une posture, voire une culture de la recherche, qui ne soit pas seulement l'intégration de résultats de la recherche dans l'enseignement. La première dimension est épistémique. C'est justement celle dont on vient de parler, c'est-à-dire l'intégration des connaissances produites par la recherche, épistémé, le savoir, dans les enseignements. La dimension méthodologique est presque aussi spontanée et intuitive, puisque dans beaucoup de disciplines, il est nécessaire d'initier les étudiants aux outils qui sont utilisés par la discipline. Mais on peut aller un petit peu plus loin en considérant qu'il y a également une dimension intellectuelle dans le lien enseignement-recherche. Autrement dit, la recherche nous amène à penser le monde différemment. On parle parfois de pensée scientifique, de pensée rationnelle, et selon les domaines et les disciplines, probablement que la recherche est capable d'inspirer et de faire évoluer la manière dont les étudiants voient le monde. Au-delà, la dimension épistémologique permet aux étudiants de s'initier à la manière dont la recherche produit des connaissances et donc à la manière dont les connaissances de leur discipline se construisent. Et alors que l'enseignement obligatoire et l'école secondaire s'efforcent de diffuser des connaissances stabilisées, on parle parfois de connaissances froides, c'est aussi le propre de l'enseignement tertiaire que de promouvoir la science, la connaissance en train de se faire, et je paraphrase ici le sociologue des sciences Bruno Latour, qui évoque la science en train de se faire, la connaissance en train de se construire. On parle aussi parfois de science chaude, et il me semble très important que des ingénieurs sachent comment les connaissances qu'ils utilisent au quotidien ont été construites pour qu'eux-mêmes sachent appréhender les nouvelles connaissances qui leur arrivent. Et bien entendu, la question se pose également de la même manière pour les artistes ou les professionnels de santé. Dimension créative au sens où, en tant qu'activité d'invention, la recherche a une dimension créative et peut donc être utilisée pour développer les compétences créatives des étudiants, quand bien même ils ne les utiliseraient pas dans des activités de recherche, mais dans d'autres activités. Dimension collaborative, pour exactement les mêmes raisons, on peut imaginer exploiter l'activité de recherche pour développer des compétences collaboratives auprès des étudiants. La recherche ne se fait jamais ou quasiment jamais seule et nécessite toujours des interactions. La dimension systémique est propre à la recherche. Il y a presque plus de recherche qui ne soit pas, si ce n'est
interdisciplinaire, au moins systémique, au sens où elle nécessite d'appréhender des systèmes, de développer une pensée complexe, d'assembler, de faire des liens entre différents pans de connaissances, et initier les étudiants à cette manière de travailler peut être une manière de les initier à la pensée complexe qui leur sera utile pour résoudre les problèmes de la société et du monde auxquels ils seront confrontés dans leur métier futur, quel qu'il soit. La dimension pédagogique du lien enseignement-recherche est d'une nature un petit peu différente. En effet, je considère qu'un enseignant ou une enseignante qui pratiquerait la recherche aurait peut-être plus de facilité à se mettre dans une posture de recherche vis-à-vis des difficultés de ses étudiants. Et donc, serait peut-être plus apte à se glisser dans une posture qu'on appelle SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, c'est-à-dire l'expertise non seulement dans l'enseignement, mais également la compréhension de l'apprentissage, des difficultés d'apprentissage et du développement des compétences de ces étudiants. Dimension éthique, bien sûr, l'éthique comme la créativité ou la collaboration du reste, mais l'éthique n'est pas le propre de la recherche, qui partage avec bien d'autres domaines cette préoccupation, mais elle est en même temps extrêmement présente dans la recherche, et il est tout à fait possible d'imaginer exploiter la dimension éthique de la recherche pour développer la préoccupation éthique des étudiants. La dimension professionnelle regroupe tout un tas de choses importantes pour la recherche, comme l'activité de veille, l'apprentissage tout au long de la vie, qui sont autant de compétences que l'on va également attendre de la part des étudiants dans le monde à venir. Il est absolument évident que on ne peut pas être un bon chercheur ou une bonne chercheuse sans en permanence réviser ses connaissances et progresser, de même qu'il est absolument clair que peu de métiers vont pouvoir se satisfaire à l'avenir d'une formation initiale qui ne serait pas renouvelée. J'aime bien citer en ce sens une phrase qui figure en première page du livre de Jared Kushner, le gendre du célèbre président des États-Unis actuel. Et cette phrase dit « We have read enough books ». Nous avons lu assez de livres. Assurément, Jared Kushner n'est pas chercheur, parce qu'aucun chercheur ne pourrait dire qu'il a lu assez de livres, bien entendu. Maintenant que j'ai exploré ces différentes composantes du lien enseignement-recherche, tout en précisant que j'en ai mentionné 10 et qu'on aurait pu en mentionner 8 ou 12, bien entendu, c'est un découpage un petit peu arbitraire et personnel, mais qui est simplement là pour montrer la richesse de ce lien enseignement-recherche, eh bien je peux revenir sur ces différents degrés de profondeur et sur les 3 niveaux que j'évoquais tout à l'heure. Je vais utiliser pour ce faire 3 expressions qui sont respectivement l'enseignement de la recherche, l'enseignement avec la recherche et l'enseignement par la recherche. Par enseignement de la recherche, j'entends l'intégration de certains contenus de la recherche dans les enseignements. L'enseignement avec la recherche désigne le fait d'accorder une place à la démarche de recherche dans les enseignements, par exemple en promouvant la démarche d'investigation. L'enseignement par la recherche suppose de promouvoir une culture de la recherche auprès des enseignants et des étudiants en impliquant les étudiants et étudiantes dans des processus de recherche. Alors, bien évidemment, ces différents degrés de profondeur, d'approfondissement, ne seront pas les mêmes en fonction du niveau d'étude qui est visé. A priori, tout enseignement tertiaire, comme je le disais tout à l'heure, devrait intégrer les contenus de la recherche dans les enseignements, c'est-à-dire devrait s'actualiser en permanence, là où l'école secondaire va pouvoir continuer à enseigner des connaissances qui datent d'un siècle, l'enseignement tertiaire doit absolument intégrer les nouvelles connaissances. Qu'il s'agisse des universités, des hautes écoles spécialisées ou des écoles spécialisées elles-mêmes. Ensuite, il me semble qu'au niveau bachelor, on devrait commencer à promouvoir une certaine démarche de recherche dans les enseignements, initier les étudiants à la démarche d'investigation. Et à ce moment-là, l'enseignement avec la recherche me semble être assez pertinent à ce niveau-là. Au niveau master, bien entendu également,
Mais avec le master, on va se rapprocher on va se rapprocher d'études tertiaires plus approfondies. Évidemment, le doctorat, c'est une formation par la recherche, mais le master devrait donc commencer à accorder un petit peu plus de place à cet enseignement par la recherche que je désigne par ce troisième niveau. Alors maintenant que j'ai défini, vous l'avez déjà compris, ce que j'appelais enseignement de la recherche coïncide quasiment parfaitement avec le premier cadran décrit dans la diapositive précédente, et progressivement, on va se déplacer sur une diagonale pour passer à l'enseignement avec la recherche, qui intègre à peu près toutes ces composantes, et ensuite à un enseignement par la recherche, où là, cette fois-ci, les étudiants sont complètement impliqués dans le processus. Cette grille va nous permettre, vous le verrez plus tard et vous verrez comment, de concevoir des indicateurs d'évaluation et de pilotage du lien enseignement-recherche. Et ces indicateurs vont pouvoir être utilisés de deux manières, car en effet l'analyse peut être soit descriptive, soit programmatique. C'est-à-dire que l'analyse peut permettre, le schéma peut permettre d'analyser la situation actuelle. Et par exemple, si vous faites partie d'une filière particulière, vous pouvez essayer de vous demander à quel endroit vous vous placez sur cette diagonale ou même dans l'ensemble des cadrans de ce repère orthogonal. Mais vous pouvez aussi vous demander où vous aimeriez être dans une année, dans 2 années, ou bien où vous devriez être compte tenu des injonctions de la direction ou de la recherche ou du milieu professionnel auquel correspond la filière d'études. Donc, analyse descriptive ou programmatique. Je reviens sur le schéma de Illy complet et aimerais simplement vous faire remarquer que, bien entendu, en vertu de ce qui précède, les bachelors auront plutôt tendance à être vers le bas, à gauche du schéma, alors que les masters vont avoir un tropisme vers la droite et le haut du diagramme. Ceci étant dit, ce qui m'intéresse ici, c'est d'expliquer pourquoi j'ai utilisé des ellipses aussi grandes. En fait, ce qui me semble important de comprendre, c'est que c'est surtout le centre de gravité de l'ensemble des activités d'un bachelor ou d'un master qui suit ce tropisme-là. Parce qu'en réalité, même au sein d'un bachelor, rien n'interdit absolument d'aller explorer, d'aller faire une incursion dans le cadran qui se situe en haut à droite. Et même en master, bien entendu, on peut tout à fait, et c'est même fortement recommandé, intégrer des résultats récents de la recherche dans les enseignements et exposer les étudiants au processus de recherche. Donc l'exploration, elle est tout à fait autorisée à n'importe quel niveau d'études, mais on voit bien que globalement, le barycentre des différentes activités devrait progressivement, en fonction de l'élévation du niveau d'études, s'élever également vers la droite. Alors nous venons de parler des modalités du lien enseignement-recherche, mais finalement, dans une institution comme la HESSO, on pourrait être en droit de se demander assez rapidement si tout le monde parle de la même chose lorsqu'on évoque la question de la recherche. Et c'est bien ce qu'il m'importe de clarifier ici. Alors, lors d'une discussion avec un responsable de domaine d'un domaine artistique, Gilles Forster pour ne pas le nommer, je me suis rendu compte que, grâce à une analyse que le domaine artistique en question avait menée, je me suis rendu compte qu'effectivement il existait plusieurs modalités de recherche. Pas seulement du lien enseignement-recherche, mais de recherche elle-même, et que faire de la recherche, ça pouvait désigner au moins 3 choses. Dans le domaine artistique, on désigne, d'après ce que j'ai retenu de ma conversation avec Gilles Forster, on désigne en premier lieu la recherche par l'art, c'est-à-dire la recherche-création, la recherche qui est celle qu'effectue un ou une artiste lorsqu'il se trouve ou elle se trouve en résidence. Et on entend parfois les artistes dire « je suis en recherche », sachant que ça signifie qu'à la fin, il y aura une production, un livrable d'une œuvre artistique. Mais les chercheurs peuvent également
s'impliquer dans des recherches en art. Cette fois-ci, cela désigne la production de nouvelles pratiques, et pas forcément d'œuvres. Alors ça s'accompagnera peut-être d'œuvres, mais il s'agit là de production de nouvelles pratiques. Et bien entendu, sur l'art, c'est absolument évident, il y a tout un pan de la recherche qui est une recherche sur l'art, qui en général est faite par les SHS, par un angle SHS, les sciences humaines et sociales, et c'est ainsi qu'on parle d'histoire de l'art, de philosophie de l'art, de sociologie de l'art, etc. Alors est-ce que ce schéma, cette décomposition en trois modalités différentes, peut s'appliquer à d'autres domaines? J'ai choisi volontairement un domaine très éloigné, a priori, même s'il y a quelques similitudes entre les sciences et les arts, qui est donc celui des sciences expérimentales, chimie, physique, ingénierie, etc. Alors, la recherche en art a une correspondance assez directe, c'est la recherche en sciences, et c'est la production scientifique. En général, quand on parle de recherche scientifique, c'est à cela que l'on pense, c'est vraiment le cœur de la recherche académique. Mais, si on y réfléchit bien, la recherche sur la science existe tout autant que la recherche sur l'art. Ça s'appelle les Science and Technology Studies. Ce sont également des recherches qui sont réalisées sous des angles de SHS, et on parle d'histoire des sciences, de philosophie des sciences, de sociologie des sciences. La recherche par l'art a-t-elle une correspondance ? Eh bien oui, très probablement, puisque la recherche par la science est assez facile à définir comme étant la recherche appliquée, tout simplement, en ingénierie, qui consiste à partir d'un corpus de connaissances académiques produit par la recherche en sciences, et éventuellement analysé par la recherche sur la science, à partir d'un corpus de connaissances académiques donc, à produire des nouveaux dispositifs, des nouveaux instruments, des nouvelles machines, des nouvelles technologies au sens large. Ce qui va être intéressant dans un second temps, une fois qu'on a réalisé que ces correspondances existent, c'est de réaliser qu'elles n'ont pas forcément le même poids selon les disciplines. Alors prenons une filière artistique fictive, où on pourrait très bien imaginer que la recherche par l'art est très très prégnante, que finalement la recherche en art, la production de nouvelles pratiques ne le soit pas extrêmement, et que en revanche, des réflexions sur l'art soient menées en assez grand nombre. En ingénierie, à la HESSO, on peut imaginer que la recherche en sciences soit relativement développée, qu'il y ait une production scientifique publiée dans des revues à comité de lecture, etc. Et bien évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de recherche par la science, de recherche appliquée. C'est un peu quand même le propre des HES. Et très probablement qu'il y ait peut-être quelques sociologues, philosophes des sciences, mais que finalement on en trouve beaucoup moins que, par exemple, à l'université. Alors même que pour l'art, on en trouvera peut-être plus. Là encore, cette représentation peut faire l'objet d'analyses descriptives ou programmatiques. Ça peut permettre de faire une photographie, à un moment donné, d'une filière donnée, d'un institut de recherche, d'une haute école, mais ça peut permettre aussi de se demander où on aimerait être, où on pourrait être si on avait la capacité d'obtenir par exemple un peu plus de crédit en recherche en art. Est-ce qu'on la développerait, ou bien est-ce que si on est peu développé dans une de ces modalités de la recherche, c'est parce qu'on le souhaite vraiment et que ça constitue notre identité propre. Donc on a également ces deux manières d'utiliser ce découpage. Alors, ce qui est valable pour les arts et pour les sciences l'est en fait pour d'autres domaines, travail social, santé. Les mêmes correspondances qu'avec la science peuvent s'observer, ou en tout cas se construire. On peut définir la recherche sur le travail social ou la santé comme des réflexions sur ces disciplines. La recherche en travail social ou en santé peut être définie comme la production de nouvelles pratiques, et la recherche par le travail social et la santé peut être définie comme ce que ces domaines appellent la recherche-intervention. C'est donc avec un grand intérêt que finalement, en présentant ce modèle à différents interlocuteurs dans les différents domaines, je me suis rendu compte qu'on avait peut-être là réussi à construire un modèle de la recherche qui soit assez universel, bien que, encore une fois, selon les disciplines, les différentes modalités de la recherche ne soient pas développées, pondérées de la même manière. Revenons
maintenant qu'on a mieux défini la notion de recherche elle-même, revenons sur les diverses formes du lien enseignement-recherche. Je reprends le diagramme de Hilly de tout à l'heure, et on se rend compte que lorsqu'on parlait de la recherche et qu'on essayait de faire le distinguo entre différentes modalités du lien enseignement-recherche, eh bien on parlait en fait de plusieurs types de recherche. Et donc à chaque fois qu'on va parler d'enseignement de la recherche, avec ou par la recherche, il va falloir se demander maintenant si l'on parle de recherche sur, de recherche en ou de recherche par. Alors, à ce stade, évidemment, un tel schéma devient un peu compliqué et on peut se demander dans quelle mesure on va pouvoir le rendre opératoire. Ce que j'ai essayé de faire, à partir de l'ensemble de ces réflexions et de ce cadre théorique multiple que je viens de développer, c'est de développer des indicateurs du lien enseignement-recherche. Le premier indicateur que je peux essayer de vous proposer reprend les 10, 12, peu importe combien, vous pouvez même en sélectionner 5 parmi ces 10, les dimensions du lien enseignement-recherche que je développais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour chaque dimension, il est possible de se demander où on en est dans la situation actuelle, pour une filière donnée par exemple, et de se demander quelle est la situation visée. Il y a plusieurs manières de remplir un tel tableau. On peut au choix écrire oui, non, c'est-à-dire est-ce que actuellement la dimension intellectuelle du lien enseignement-recherche est illustrée dans notre filière? Oui, non. Est-ce que nous voudrions qu'elle le soit? Oui, non. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser des descripteurs semi-quantitatifs. Est-ce que est-ce que la dimension collaborative du lien enseignement-recherche, est-ce qu'elle est actuellement développée dans la situation actuelle? Pas du tout, un petit peu, beaucoup, énormément. Est-ce que dans la situation visée, nous voudrions autre chose? Il est possible, bien que ce soit probablement pas ici très pertinent, même d'imaginer utiliser des pourcentages. Mais finalement, une autre manière de faire pourrait être aussi d'inscrire en face de chacune de ces dimensions les noms des modules de cours qui adressent effectivement ces dimensions, comme on le fait parfois pour les compétences, dans les référentiels de compétences des filières, en se demandant quels sont les modules, quels sont les cours, quels sont les enseignements qui permettent d'adresser ces différentes dimensions. Les indicateurs suivants que je vais vous présenter s'appuient sur le diagramme de Hilly et tout ce qu'on a dit autour de ce modèle. Je vais l'illustrer sur l'exemple de l'architecture, en rappelant qu'il existe donc 3 types de recherche, la recherche sur, en et par l'architecture, et on va décider que dans une organisation donnée, peu importe son périmètre, ça peut être un institut de recherche, ça peut être une haute école ou même un domaine, on va décider que les pourcentages, les pondérations plus précisément, de ces différents types de recherche sont appelés grand X, grand Y, grand Z, en pourcent. Évidemment, la somme fait 100. Et puis, à chaque fois que l'une de ces recherches va être intégrée ou liée à un enseignement, on va pouvoir parler d'enseignement de la recherche, enseignement avec la recherche ou par la recherche, voire enseignement sans la recherche. Il est bien évident que certains enseignements peuvent tout à fait se passer du lien enseignement-recherche. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais c'est absolument clair. Et là également, chacune de ces modalités peut être pondérée par des pourcentages en lettres minuscules qui sont ici W, X, Y et Z. C'est-à-dire que dans les grands X% de recherche sur l'architecture, il est possible que cette recherche-là soit distribuée à la fois dans l'enseignement de la recherche, avec la recherche ou par la recherche. En fait, ce qu'on en observe, c'est tout simplement un tableau à double entrée. À gauche, vous avez les différentes modalités du lien enseignement-recherche pondérées en fonction du temps, par exemple, accordé au lien enseignement-recherche. Et puis, sur l'axe horizontal, vous avez les différents types de recherche. Et à chaque croisement, vous avez la possibilité d'indiquer si cette intersection est développée ou non. En l'occurrence, on va voir ici que la recherche
sur cet exemple fictif, que la recherche sur l'architecture et par l'architecture sont les plus développées, mais la recherche sur l'architecture est plutôt présente dans une modalité d'enseignement de la recherche, alors que la recherche par l'architecture est plutôt présente dans une modalité d'enseignement par la recherche. Alors, comme tout à l'heure, il est possible de mettre oui, non, plus, ou bien des noms de cours, des noms de modules à ces intersections. Une autre possibilité est d'utiliser plutôt les 4 cadrans au lieu des 3 modalités que j'ai définies sur la diagonale. À ce moment-là, à gauche, dans la colonne de gauche, on voit apparaître les noms des cadrans, et exactement de la même manière que précédemment, on peut essayer de comprendre comment ces modalités de lien enseignement-recherche s'appliquent aux différents types de recherche. Si on arrive à remplir un tel tableau, c'est qu'on a atteint une certaine dose de réflexivité, et c'est sur ce mot que j'aimerais dire encore faire quelques commentaires. Il ne me semble pas qu'il soit très pertinent d'essayer de placer des pourcentages, quand bien même je propose ici des pondérations. Ce qui me semble important n'est pas tant de remplir ces tableaux que d'essayer de prendre conscience de leurs différentes dimensions et de s'interroger. Et pour moi, ces outils peuvent être utilisés comme des instruments de pilotage, de suivi, mais doivent probablement surtout être utilisés comme des outils de communication interne, de débat, de discussion. Et le premier usage que je proposerai pour eux, c'est justement d'être discutés. Pour terminer, j'aimerais préciser quelques limites de ce modèle, qui est déjà très riche, mais qui bien sûr n'est pas parfait, en mentionnant au moins 3 questions qui, selon moi, restent ouvertes. C'est-à-dire qu'indépendamment des formes du lien enseignement-recherche évoquées plus haut et des différentes mêmes formes de recherche, il pourrait être intéressant de se demander s'il faut encore mener une réflexion sur les apports, non plus seulement de la recherche à l'enseignement, mais de l'enseignement à la recherche. C'est évidemment une modalité du lien enseignement-recherche, et j'attire votre attention sur le fait que dans tout ce qui précède, j'ai analysé le lien enseignement-recherche d'une manière unidirectionnelle, notamment par le listing de toutes les qualités que la recherche pouvait apporter à l'enseignement, mais il est très probablement évident que l'enseignement lui-même peut nourrir la recherche, et je ne saurais qu'encourager tout chercheur à enseigner dans sa discipline, parce qu'en réalité c'est en enseignant qu'on réfléchit à des questions qui ne se posent souvent pas dans sa recherche, enseignement ou vulgarisation du reste. Et là, c'est une dimension qui pour le moment n'a pas du tout été abordée dans ce modèle. Deuxième question peut-être plus importante encore, est celle de savoir s'il ne faudrait pas intégrer une réflexion sur la pratique professionnelle, en plus de la recherche, dans ces interactions. Faut-il prévoir notamment un 3e pôle qui serait celui de la pratique professionnelle? La pratique professionnelle est plus ou moins développée selon les disciplines. Elle l'est par exemple extrêmement dans les professions de santé. Mais ce qui est apparu dans les discussions que j'ai pu avoir avec différents interlocuteurs, c'est que finalement, se limiter au lien enseignement-recherche, c'est négliger des interactions qui sont au moins aussi importantes entre la pratique professionnelle et l'enseignement, voire entre la pratique professionnelle et la recherche. Dans les professions de santé, pour les citer à nouveau, les interactions sont extrêmement fortes entre pratique professionnelle et recherche. La recherche nourrit les pratiques professionnelles nourrissent la recherche, et il est clair que se limiter au lien enseignement-recherche, c'est peut-être se couper d'une réflexion qui est fondamentale et qui ne permet pas d'appréhender la vraie réalité de la formation tertiaire que nous devons dispenser. Alors ça, c'est un volet qui devra encore être développé et qui, pour le moment, est resté un petit peu en attente. 3e question, nous n'avons parlé que du lien entre l'enseignement d'une discipline et la recherche sur cette discipline. Ne faudrait-il pas également intégrer les résultats d'autres recherches? C'est évidemment
le cas pour les sciences de l'éducation, puisque le SADAP lui-même s'appuie sur la littérature en pédagogie de l'enseignement supérieur pour proposer des modalités pédagogiques, et le simple fait d'avoir présenté le diagramme de Healy en est une illustration. Mais finalement, il existe des recherches dans bien des domaines, sur le numérique, sur l'environnement, sur le climat. Est-ce que le lien enseignement-recherche ne devrait pas intégrer également tout ce qui pourrait faire le lien entre des recherches qui sont menées sur notre monde et la manière dont on enseigne, et pour le coup, dont on enseigne n'importe quelle discipline, que ce soit l'architecture, la chimie ou l'œnologie.